forêt boréale, les investissements en recherche sont essentiels si on veut maintenir une forêt en santé et des collectivités qui se développent sur les ressources naturelles. Les besoins de recherche qui sont définis par les utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui vivent de la forêt, sont également essentiels si on veut assurer une gestion de toutes les ressources, c'est-à-dire de la matière ligneuse aux espèces et leurs habitats. Au Fonds de recherche forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous finançons actuellement 26 projets de recherche et les chercheurs tentent de répondre à des questions importantes qui sont considérées comme étant des enjeux économiques et sociaux pour tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les utilisateurs supportent également les projets de recherche en assurant les aménagements mécanisés qui sont identifiés par les chercheurs, en assurant l'hébergement des étudiants-chercheurs dans les camps forestiers ou parfois en transportant les appareils de recherche par avion ou par bateau. L'une des préoccupations des utilisateurs concerne les vieilles forêts. En fait, combien faut-il conserver de vieilles forêts sur un territoire pour assurer le maintien des espèces qui y vivent dans cet habitat? Le docteur Louis Bélanger de l'Université Laval, accompagné de Mme Héloïse Rowe et Brian Skinner, qui sont candidats au doctorat, ont étudié cette question au nord du lac Saint-Jean durant 3 années. Voici les résultats. On va vous présenter aujourd'hui les principaux résultats de notre étude qui visait, dans le fond, à voir dans quelle mesure les vieilles forêts... Le micro, il n'est pas allumé? Ah. Oui. Les principaux résultats, donc, de notre étude qui visait à voir dans quelle mesure les vieilles forêts, particulièrement les forêts anciennes, pouvaient contribuer à la biodiversité dans nos paysages régionaux. Ce projet-là a été réalisé en collaboration là, avec quand même différentes personnes. Christian Hébert du CFL, qui est le co-directeur à Brian Skinner, et Pierre Grondin, Roch Ouimet, Claude Dussault, Jacques Bélanger et Jean-François Côté, qui ont grandement facilité là, le travail sur le terrain. Tout d'abord, pourquoi cette question? C'est que, dans le fond, la CPRS, qui est la pratique dominante là, dans nos territoires encore, puis le système de rotation de coupe de 80-100 ans, fait en sorte qu'on ne favorise pas vraiment, dans le fond, le maintien à long terme de forêts qui dépassent la maturité sylvicole. On se demande qu'est-ce que ça fait. Est-ce que ces forêts-là, des forêts vieilles de plus de 100 ans, ou du moins qui dépassent la maturité sylvicole, ont des caractéristiques d'habitat particulières qui en font, dans le fond, des endroits refuges dont des espèces pourraient dépendre? Ce qu'il faut savoir, là, je vais nuancer là, le terme vieille forêt de forêt ancienne. En fait, quand on parle de l'importance d'une vieille forêt pour la biodiversité, souvent c'est en fonction de son caractère ancien. C'est-à-dire si elle présente, en plus d'avoir des vieux arbres, si elle montre une espèce d'historique là, de remplacement par des nouvelles cohortes. Donc, le peuplement va se présenter plus multicohorte avec des arbres de toute taille, de tous âges, un étagement de la végétation, les arbres vont être de différentes hauteurs, puis il va y avoir une diversité d'arbres morts de différentes classes de décomposition. Puis, idéalement, bien, tout ça en continuité, c'est-à-dire que bon, la régénération va remplacer éventuellement la mortalité, puis ça devrait essayer d'être dynamique dans le temps puis de se maintenir. Puis surtout, une vieille forêt, ou en tout cas une forêt ancienne, c'est pas nécessairement une forêt dégradée. Souvent, on voudrait les récolter le plus vite possible parce qu'on a l'impression qu'ils vont tous mourir, mais c'est certains arbres qui meurent, puis ces forêts-là sont souvent quand même assez... se régénèrent et se renouvellent. Là. C'est pas... ils n'ont pas de l'air à mourir là, tout d'un coup. Les espèces qui sont reconnues généralement pour être associées aux forêts anciennes dans la littérature, c'est d'abord venu là, dans des projets en Scandinavie, entre autres, mais c'est de plus en plus reconnu au Canada, en Amérique du Nord. En Colombie-Britannique, font beaucoup de travaux aussi là-dessus. C'est les lichens et bryophytes épixyliques. Particulièrement en pessière noire, je dis épixyliques, dans le fond, c'est des espèces autres que celles qu'on retrouve au sol et qui ont besoin d'un support un petit peu surélevé du sol. Ils s'établiraient au sol normalement, mais dans nos pessières noires, c'est surtout les pleurodiomes, la sphène qui va dominer les parterres. Donc, ils ont besoin d'un support là, qui va permettre leur établissement. Puis, d'autres espèces aussi, les insectes saproxyliques, qui vivent et se nourrissent là, de bois mort également.
Puis Brian, je vais le laisser plus tard parler un petit peu plus de ce volet-là. Donc, on a besoin de forêts. Si on assume là, que ces espèces-là, dans le fond, sont des indicatrices de forêts anciennes, puis sont potentiellement dépendantes de ces forêts-là, on se dit que, dans le fond, les forêts qui vont être en mesure de générer leur substrat d'établissement, ben c'est les forêts qui vont être capables de générer du bois mort, donc probablement des forêts anciennes. L'aire d'étude est située dans la Pessière Noire à Mousse, à quelques 200 km au nord du lac Saint-Jean, dans un massif de forêts mûres et surannées. C'est sur le CAF à Beauwater. Les principaux types forestiers qu'on rencontre, en fait, 80% du territoire, c'est des pessières mûres et surannées. On a des forêts matures. Où le petit clic? Ah, en tout cas. Ben, on a des forêts matures, là, à ma gauche, qui sont quand même relativement simples. Là, point de vue structure, c'est des forêts denses. Puis il y en a beaucoup là-dedans qui sont déjà prêtes à être récoltées. On a les vieilles forêts qui sont cartographiées EE 120, sont généralement encore de structure assez simple, mais ils commencent à avoir de la sénescence, certains arbres qui meurent. Puis on a les forêts cartographiées ES-VIN qui correspondent là, le plus à ce qu'on trouvait là, qui avait une structure qui était plus de forêt ancienne, là, qui pouvait correspondre peut-être à un stade ancien dans notre territoire. En comparaison avec l'Abitibi, eux, ils ont fait une évolution là, des pessières noires depuis feu. Puis, à peu près, là, arrivé vers 300 ans, la forêt montre justement une structure plus ancienne. Mais eux, c'est des forêts qui demeurent des pessières pures. Tandis que là, dans notre territoire, ça semble être représenté par des pessières à sapins, les pessières qui auraient cette structure-là. Donc, cartographiquement, on peut voir l'entremêlement là, des différents types forestiers dans la mosaïque. On voit que les forêts anciennes, en rose, sont quand même assez bien réparties là, à travers les forêts plus pessières pures cartographiées EE 120. Puis, ça représente quand même 70% là, ces forêts-là qui ont 120 ans et plus. Puis, nous, dans le fond, on a échantillonné. Nos sites couvrent les trois types de forêts, là, les principaux types qu'on rencontre. Puis, comme base de comparaison aux vieilles forêts puis aux forêts anciennes, on a des sites dans les forêts matures. Puis, les forêts matures sont issues là, toutes d'un feu du début du siècle. Comment qu'on a échantillonné? Bien, les inventaires forestiers ont été conduits le long de transects de 100 mètres par 10 mètres. C'était, dans le fond, pour caractériser l'habitat. Donc, on voulait, au bout du compte, là, avoir des données sur surface terrière, d'âge d'arbres, l'importance de la régénération, des proportions d'arbres morts, et également caractériser les plantes de sous-bois. Puis, les inventaires de lichens, bryophytes et pyxiliques ont été conduits également le long de ce transect-là. Brian va parler plus tard là, d'un peu comment lui a échantillonné ces insectes. Puis pour chaque espèce rencontrée, on notait le substrat d'établissement sur lequel on les retrouvait. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il me semble que des fois, ça sonne pas bien. C'est correct? OK. Juste pour vous présenter comment l'aspect de ces forêts-là. Souvent, on utilise là, dans les recherches sur la biodiversité pour qualifier l'habitat des espèces. On caractérise selon la structure forestière, voir un peu la structure diamétrale, dans le fond, comment les arbres se présentent, c'est quoi la grosseur des arbres. La structure d'âge également, qui nous donne un peu une idée là, de la succession des différentes cohortes. Puis l'étagement de la végétation, qui est souvent un indicateur de la complexité, là, puis le recouvrement à différentes hauteurs pour des espèces. D'abord, là, tout à l'heure, j'avais juste trois types, matures, vieilles et anciens. C'est juste qu'on s'est rendu compte en cours de route qu'on avait probablement deux types de forêts anciennes, qui sont quand même les deux cartographiés, là, ES-VIN. Mais c'est qu'on a un type qui est probablement plus biétagé, qu'on a appelé, donc il y a encore une forte cohorte d'épinettes noires, mais le sapin est en régénération, puis tout, dans le fond, le sous-étage est souvent dominé par le sapin, tandis que l'ancien, plus complexe,
Il y avait souvent une importante quantité de bouleau blanc à l'intérieur, puis la structure diamétrale était un peu plus étendue, là. Il y avait peut-être des plus gros diamètres, mais c'est quand même pas les forêts anciennes, les deux dernières des forêts, là, exceptionnellement avec des gros diamètres, ou comme on pourrait s'attendre généralement quand on pense de forêts anciennes, on pense à des forêts cathédrales. Donc, c'est des forêts qui peuvent quand même passer inaperçues, là. C'est pas quelque chose de majestueux nécessairement. Puis, autre chose, bon, c'est sûr, comparativement aux forêts matures, les diamètres sont en moyenne plus gros, mais la surface terrière demeure la même là, que entre les forêts matures ou les forêts vieilles, là, de tous les types de forêts vieilles. La structure d'âge, ça va nous donner une idée de la succession. Là, moi, j'ai pris l'âge au DHP. C'est juste pour voir, dans le fond, comment que les différentes tiges, là, et en particulier dans les forêts anciennes, c'est à quel moment que le sapin rentre dans le couvert forestier. Pas nécessairement quand est-ce que c'est établi, parce que c'est peut-être compliqué à déterminer. Mais du moins, on peut voir que dans le couvert forestier, le sapin commence à rentrer entre 60 et 100 ans là, après l'épinette noire. Donc, il commence à être recruté là, dans le couvert. Dans mes forêts matures et vieilles, c'est quand même relativement simple. Les arbres ont souvent tous le même âge ou à peu près. Mais c'est ça, l'étagement des arbres, c'est ce qui va nous donner plus une indication là, de la proportion des différents individus dans un peuplement qui sont soit dans l'étage supérieur, dans l'étage intermédiaire, qui sont au niveau des Gaules. La proportion qui sont morts également, soit en bille au sol ou soit en chicot. Puis ce qu'on voit là, dans mes forêts anciennes, au bout, ce sont... c'est que les... Les chicots et les billes sont surtout... en fait, le bouleau qu'on avait dans ces forêts-là est déjà pas mal mort. Puis aussi, je vous montre la régénération, comment elle se présente, juste pour nous donner une idée là, que ces forêts-là sont quand même du potentiel de renouvellement de ces forêts-là. C'est sûr que dans les forêts anciennes, j'ai 2 fois plus de régénération, puis le sapin contribue de beaucoup à cette régénération-là. Maintenant que j'ai décrit un peu l'habitat, ce qui nous intéressait aussi, surtout d'ailleurs, c'était de voir au niveau de mes espèces indicatrices, qu'est-ce qui pouvait les influencer. Bien, d'abord, on peut voir comment ils se répartissent dans les différents types. C'est sûr que de vue, ça se voit là, sur le terrain, bon, il y a moins de substrat d'établissement. Fait que c'est sûr que, comme pour les lichens, par exemple, je ne retrouverai pas beaucoup d'espèces là, dans mes forêts matures. Par contre, dans mes forêts vieilles et couyennes, je retrouve quand même toutes les espèces là, que je peux retrouver dans mes forêts anciennes, je les retrouve. Mais c'est sûr que dans les forêts anciennes, les 2 catégories de forêts anciennes, j'ai souvent là, 2 fois plus de... l'abondance de ces espèces-là est 2 fois plus grande que dans les autres. Au niveau des mousses, c'est encore plus prononcé. Les mousses puis les hépatiques, que je vais vous montrer juste après, sont encore plus sensibles là, à des conditions d'humidité puis de débris ligneux en état de décomposition avancée. Fait que là, c'est dans les forêts matures et les vieilles forêts, là, je les ai pas vraiment retrouvées. Donc, c'est encore là, c'est juste les forêts anciennes qui ont un potentiel là, d'abriter ces espèces-là. Même chose pour les hépatiques. Les hépatiques, plus de la moitié des espèces, là, je dirais même le 3/4, sont quand même assez rares naturellement. Puis c'est juste dans les forêts anciennes qu'on les a retrouvées. Mais ça, c'était pas nécessairement étonnant, sauf qu'en faisant des analyses, on peut voir un peu là, ce qui influence la répartition de ces espèces-là. Donc, la diversité des lichens et bryophytes qu'on a retrouvés va souvent être corrélée avec des indices de complexité structurale que j'ai traduits là, par des quantités de substrats qu'on va retrouver dans le peuplement, la diversité des types de substrats, la diversité des classes de diamètre des arbres, la diversité des âges d'arbres, qui tout ça, dans le fond, sont des indicateurs de complexité structurale.
Puis, bien, tous ces indicateurs-là, les sites anciens, bien, suivent le gradient, dans le fond, sont positivement là, corrélés à ces indicateurs-là. Puis, un autre élément, c'est que ce n'est pas nécessairement tant les forêts anciennes qui vont déterminer la présence de ces espèces-là, mais c'est plutôt que ces forêts-là présentent des substrats humides et bien décomposés, puis c'est ce qui semblait influencer le plus la présence de ces espèces. Brian? OK. Bonjour tout le monde. Bon, je vous avoue que ça m'a pris un certain temps moi-même avant d'être convaincu qu'il y avait autre chose que des brûlots et des frappes à bord en forêt, mais finalement, j'ai trouvé autre chose. Je prends quelques minutes seulement donc, pour couvrir le volet insectes. Tout d'abord, un aperçu rapide des techniques de piégeage qui étaient utilisées. Le piège fausse de type Luminoc et le piège impact multidirectionnel sont deux méthodes là, couramment utilisées pour des études, pour des inventaires d'insectes ou encore pour des études en biodiversité. En passant, le piégeage a eu lieu de la fin du mois de mai jusqu'à la mi-août, donc il a couvert tout l'été. Les pièges étaient visités et évités à chaque semaine. Le fonctionnement est fort simple. Dans le cas du piège fausse Luminoc, ça consiste simplement en un attractant lumineux qui se déclenche automatiquement au cours de la nuit, qui est positionné au-dessus d'un récipient qui, lui, est placé sous le niveau du sol. Donc, ce sont les insectes au sol qui vont être capturés dans ce type de piège. Ensuite, le piège impact suspendu, lui, consiste simplement en un obstacle sur lequel vont se heurter les insectes au vol, au hasard, pour être ensuite dirigés dans l'un des deux entonnoirs, puis vers un liquide de conservation. Un sommaire rapide des captures. Près de 10 000 coléoptères ont été capturés. On utilise seulement les coléoptères pour les analyses, puisqu'en soi, ils constituent un groupe diversifié, très abondant, qui occupe une grande variété là, de niches différentes d'une espèce à l'autre. Ce groupe-là présente aussi l'avantage de justement contenir des espèces, certaines espèces indicatrices, là, ou au moins fortement associées à des habitats ou à des milieux là, spécifiques. Si on jette un coup d'œil rapidement au tableau, là, on se rend compte que c'est dans les forêts matures, donc les forêts plus jeunes, qui avaient le plus grand nombre d'individus, le plus grand nombre d'espèces. Alors que la tendance, c'est inverse, là, à l'autre côté du spectre. Au cœur des forêts anciennes, les communautés étaient moins nombreuses, moins diversifiées. Il y avait également moins d'espèces exclusives. Par contre, c'est pas ça qu'on cherchait à avoir. Ça, c'est un résumé, finalement, des captures. On voulait, nous autres, déterminer si les forêts surannées anciennes là, avaient des assemblages ou des communautés d'insectes qui étaient différents de ce qu'on rencontre en forêt plus jeune. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait, donc, comme je disais tantôt, très peu d'exclusivité. Il y avait très peu d'espèces qui étaient associées uniquement à un type, mais qu'on ne retrouvait pas ailleurs. Par contre, il y avait des tendances indéniables là, pour chacun des types forestiers pour des groupes spécifiques d'insectes, de coléoptères. Je présente ici seulement un exemple là, plutôt représentatif de ce qu'on pouvait capturer typiquement pour chacun des trois types forestiers. D'une part, dans les forêts anciennes, on rencontrait beaucoup de fongivores et d'insectes qui sont profilés là, de façon à pouvoir vivre et être actifs sous l'écorce des arbres morts, comme entre autres ici le prédateur, le Rhizophagus dimediatus. Pour ce qui est des forêts surannées, les espèces qui étaient typiquement associées à ces sites-là sont des insectes xylophages qui se nourrissent donc de bois mort, et particulièrement des xylophages associés aux bois morts récents ou encore à des arbres mourants ou moribonds, comme les scolytes. Ensuite, concernant les forêts matures, elles contenaient une panoplie là, d'espèces généralistes, ubiquistes et phytophages également, beaucoup d'espèces phytophages. C'est bref, court et touchant tout ça, mais je n'irai pas beaucoup plus loin en ce qui concerne les résultats d'insectes. Je vais laisser Héloïse là, revenir avec les recommandations finales. Ce qui est à retenir de tout ça, par contre, c'est qu'effectivement, on constate que chaque type forestier possède une communauté qui est distincte, qui est différente. Les forêts surannées, les forêts anciennes là, renferment donc des assemblages particuliers d'insectes. Il reste quelques identifications à faire, c'est pour ça que je n'ai pas osé trop mouiller pour l'instant à ce niveau-là. Les travaux devraient être prêts cet été. Bon, ben alors, vu qu'avec Brian, c'est pas trop clair, ni avec ses coléoptères, on a décidé de baser les recommandations plus sur des espèces qui sont associées vraiment particulièrement à un type. Donc, on avait les lichens et bryophytes qui étaient particulièrement associés aux forêts anciennes.
qu'on s'est dit, dans le fond, que, étant donné qu'on était sûr au moins qu'il y avait une vingtaine d'espèces qui dépendaient de ces forêts-là, puis que les forêts anciennes, c'est quand même des écosystèmes exceptionnels et probablement les plus menacés parce que difficile de recréer avec l'aménagement forestier. Ça prendrait là, du temps, là, au moins, ces forêts-là, bon, l'âge de ces arbres-là avait au moins 180 ans, là, fait que ça prend au-delà de ça pour en arriver finalement à avoir une structure complexe. Fait qu'on s'est dit que la meilleure façon, ce serait de maintenir des refuges, des îlots de préservation de ces types-là de forêts. Là, maintenant, reste à savoir quelle superficie ces îlots-là pourraient avoir, combien on en laisserait sur le territoire, puis comment on les distribue, parce que c'est important. Il ne faut pas oublier que les espèces qui sont associées à ces types-là, c'est des espèces à dispersion limitée, donc c'est important qu'il y ait différentes sources là, bien réparties sur le territoire. On a un élément de réponse pour l'instant. On a modélisé la superficie échantillonnée en fonction de la richesse qu'on pouvait retrouver. Puis, bien, on voit là, avec les différents graphiques, là, selon les différents stades, l'efficacité des différents stades à retrouver, dans le fond, le maximum d'espèces possibles sur le territoire. On arrivait en maintenant, dans le fond, des forêts anciennes. On pourrait avoir une superficie de forêt ancienne de 1 hectare, mettons, à certains endroits. Puis, 1 hectare de forêt d'intérieur, de forêt ancienne, on pourrait, là, avec 1 hectare, je me répète, concentrer là, le maximum d'espèces qu'on a recensées à date. Mais il ne faut pas oublier que si je me mouille à dire 1 hectare, il faut quand même tenir compte de l'effet de lisière. C'est bien important que ce soit 1 hectare de forêt d'intérieur. Il y a déjà plusieurs études qui ont été menées, dont ma maîtrise que j'avais faite il y a une couple d'années, sur les lichens arboricoles, qui montrait là, justement là, la sensibilité d'espèces comme ça au vent, à la sécheresse et à l'exposition à la lumière là, en bordure des coupes. Donc, minimum 50 mètres autour des îlots de préservation. Si on les laissait en plein milieu d'un parterre de coupe, ce serait l'idéal. Puis, il ne faut pas oublier que ces espèces qui ont besoin de forêts fermées, donc laisser des substrats sur un parterre de coupe ne garantit... en fait, ils ne survivraient pas là, sur du bois mort en plein milieu d'un parterre de coupe pour l'instant. Il y a des mesures, on pourrait utiliser ce qui existe déjà peut-être dans les plans d'aménagement. Il y a déjà, dans le fond, des bandes riveraines, des séparateurs de coupe, peut-être les élargir en fonction des besoins de ces espèces-là. Puis aussi, aménager la matrice entre les refuges en laissant du substrat d'avenir, qu'on peut dire. Dans le fond, des chicots, des arbres vivants qui éventuellement pourraient devenir du substrat là, dans la forêt régénérée, où les espèces pourraient s'établir. Il y a aussi le ministère qui a déjà adopté une stratégie d'aménagement pour les vieilles forêts dans les objectifs de protection et de mise en valeur du milieu forestier. Là-dedans, on retrouve les refuges biologiques. Par contre, les refuges biologiques, c'est probablement une bonne solution là, dans notre cas pour maintenir nos espèces et maintenir les forêts anciennes. Sauf que la manière qu'ils sont identifiés pour l'instant, c'est sur la base de la représentativité. Donc, on vise à représenter tout ce qui est vieille forêt dans un territoire. Puis nous, dans le fond, on suggérerait de revoir les critères d'identification des refuges biologiques pour cibler vraiment en particulier les écosystèmes les plus menacés là, de disparaître définitivement des territoires. Puis, c'est les refuges biologiques, on pense aussi en maintenir entre 2 et 4 % là, sur le territoire. C'est peut-être pas suffisant, ou du moins, il faudrait penser une stratégie pour mieux les répartir, quitte à ce qu'ils soient plus petits. En tout cas, c'est des idées pour l'instant, là, ça reste à mûrir. Puis, il a également été suggéré des pratiques sylvicoles adaptées pour des forêts là, qui auraient des caractéristiques de vieilles forêts. Là, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va être fait, mais il est quand même suggéré de retenir des arbres moribonds sur les parterres de coupe, puis certaines structures, donc qui pourraient encore là constituer du substrat d'avenir, comme je mentionnais tantôt. Puis ça pourrait être bon là, pour des xylophages et certains coléoptères. Puis ils ont aussi suggéré une stratégie d'îlot de vieillissement qui était de laisser vieillir 15 à 25 ans là, des blocs de forêt mûres pour qu'elles atteignent un stade de sénescence.
C'est sûr que c'est pas assez pour que la forêt gagne des caractéristiques de forêt ancienne, mais peut-être que ça répondrait aux besoins de certaines espèces, là, comme les xylophages.